Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette rencontre donc, qui a pour thème les 20 ans de l'animation suisse. D'abord, pour commencer, il faudrait peut-être que je vous dise que le titre est un petit peu trompeur, hein. Il nous a paru quand même plus intéressant de parler du présent et de l'avenir plutôt que du passé. De tenter pendant les minutes qui vont suivre de cerner un peu les enjeux actuels, disons, pour l'animation suisse. Cela dit, pour mesurer quand même le chemin parcouru au-delà du film qu'on vient de voir, on va peut-être commencer par jeter quand même un petit coup d'œil dans le rétroviseur avec un petit tour de table où j'ai envie de vous demander un peu à tous, en quelques mots, de votre point de vue à vous, de votre domaine, comment le monde de l'animation suisse a évolué ces 20 dernières années, de quelles évolutions vous avez été témoins et acteurs pour la plupart d'entre vous. Je propose peut-être qu'on commence depuis le fond et puis qu'on revienne jusqu'à moi. Que dire en tant qu'enseignant, dans mon expérience, ce que j'ai remarqué depuis à peu près 5 ans, en fait, si on prend depuis le début, en ce qui concerne les techniques de capture d'animation, depuis 20 ans, il n'y a rien qui a changé. Il y a 20 ans, il y avait déjà des ordinateurs, il y avait déjà la caméra, on capturait déjà des images sur des ordinateurs, on faisait le montage sur l'ordinateur, donc de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a rien qui a changé. Il faut remonter encore plus loin pour voir un changement. Sinon, ce que j'ai remarqué à l'école, dans l'enseignement, depuis à peu près 5 ans, on a des étudiants, moi j'ai plus grand-chose à leur apprendre. C'est-à-dire, ils viennent, ils savent déjà animer, ils ont déjà une expérience. Et moi, je pense que c'est dû à la démocratisation des outils d'animation. On trouve plein d'outils gratuits maintenant, des programmes 3D gratuits. Et les jeunes se les accaparent, travaillent, il y a plein de tutos, on peut s'auto-former. Et certains ont déjà un très bon niveau. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais avec eux? Je les accompagne du mieux que je peux. Voilà, après, on a un échange. Voilà, en gros, le point de vue. Maintenant, du point de vue créatif, on est toujours... je n'ai pas changé depuis. Hein, c'est l'idée que maintenant, j'ai beaucoup d'étudiants en illustration. J'essaie de voir dans quel sens ils peuvent développer une animation à partir des qualités de leur dessin. Il y a toujours un équilibre entre qu'est-ce que dit le dessin, parce qu'un dessin, un simple dessin illustratif peut dire beaucoup déjà, il n'a pas forcément besoin d'être animé, et quelle est la plus-value, qu'est-ce qui amènerait l'animation à ce type de dessin. Voilà, une sorte d'équilibre entre le dessin, le style de l'étudiant, l'étudiante, et qu'est-ce qui peut en sortir du point de vue de l'animation. Donc il y a des choses un peu hybrides, il y a de l'animation pure, où vraiment on fait 12 images par seconde, et on cherche à faire l'animation comme on la voit dans les livres, comme on la voit voilà, souvent. Et il y a de l'animation un peu plus réduite, où c'est un mix, c'est et le mouvement et le graphisme qui donne le sens à l'animation. Du point de vue du dessin animé, moi je me situe voilà, à peu près là-dedans. Et sinon, il y a les techniques traditionnelles, mais bon, ça c'est mon rôle d'enseignant, d'enseigner les techniques traditionnelles pour voir d'où ça vient. Moi je crois que c'est très important qu'ils voient, par exemple, le stop motion. On a beau avoir des ordinateurs, mais quand on le fait avec un objet, voilà, ça n'a pas beaucoup changé. Et je pense que je vais arrêter là. Voilà, merci beaucoup. Merci. I will talk in English. Sorry for this. So there is actually quite a big change, I think, in teaching animation, because I used to study animation at the same school that I teach now, animation, experimental animation to the students. And I think the big shift was that our teachers were self-taught, so they were not studying animation. And now we are the first generation of teachers that actually studied animation. This is definitely something that has changed in my experience. Also, it's 3 years instead of 4 years that they study if they don't do a master.
And I think what changed, I really agree to what Olivier said, that it is much more easy to be self-taught and to get the technical possibilities also in private. I think what I do is to help them find their voice as a director and to help them take decisions, because what they have, they compare themselves to a lot of people. They have access to a lot of films, to a lot of animation artists with the internet and social media. So I think it's even more important to help them decide and to also take a risk in what they actually want to do as a director or as a filmmaker later. Du côté de la télé, ce que je peux dire, c'est que après toutes ces années, on a un beau portfolio et on a fait aussi de l'animation pour la télé, pour les enfants. Donc on s'est construit un patrimoine. Et récemment, on a racheté beaucoup de droits de dessins animés qu'on a coproduits pour pouvoir les diffuser sur la plateforme de streaming, la future plateforme de streaming. Et ça, c'est vraiment très encourageant et on n'a plus peur d'essayer de faire des séries, d'essayer de faire des spéciaux télé. Bien sûr, en soutenant la relève et tous les courts-métrages et le cinéma d'animation aussi, mais on va vers les projets ambitieux, on va vers une proto-industrie malgré notre territoire si petit. Et on se réjouit de mettre à disposition et de montrer ces films et de ne pas les laisser dans les tiroirs avec la nouvelle plateforme qui va voir le jour. Voilà. Moi, je n'ai jamais enseigné, mais j'ai été quelquefois à l'école de la Poudrière où il n'y a pas de professeur parce qu'ils invitent des spécialistes. Et depuis 2 ans, je suis professeur invité à la Beijing Film Academy. Mais quand il y a eu le digital, j'y croyais pas du tout parce que c'était tellement vilain. C'était une erreur parce qu'on peut tout faire maintenant avec l'ordinateur. Mais si on connaît l'ordinateur, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je donne quand même des cours, pas des cours de technique en tout cas, mais disons la manière de raconter une histoire et j'explique comment je travaille et ça intéresse quand même des étudiants qui eux, utilisent les ordinateurs. Voilà, donc en gros ce qui a changé pour moi, c'est que ce qui se faisait avant directement sous la caméra se fait en post-production par quelqu'un qui sait utiliser un ordinateur et qui fait les mouvements, les fondus, tout ce qu'on faisait avant directement sous la caméra. C'est le seul changement que j'ai vu. En ce qui concerne le monde académique, moi je suis une observatrice plus qu'une participante du monde de l'animation, mais au sujet du monde académique, ce qu'on a observé ces 20 dernières années, c'est l'émergence de l'animation en tant qu'objet d'étude à la suite de ce qu'on appelle les cultural studies, qui se sont beaucoup intéressés aux objets très populaires qui pendant longtemps ont été plutôt ignorés par les historiens et les historiennes pour tout un tas de raisons. Et donc, voilà, l'animation émergeait comme un objet d'étude d'abord dans le champ anglo-saxon, puis dans le champ francophone. Et en Suisse, c'est assez tardif. Il y a 2 universités qui proposent des études filmique, Zurich et Lausanne. Et à Lausanne, le premier projet vraiment sur l'histoire du cinéma d'animation suisse, il date de 2015, donc ça fait maintenant 10 ans. Et voilà, et donc là il y a un 2e projet en cours, et donc cette histoire de l'animation, elle est en train de s'écrire. Alors elle a déjà été écrite avant par Bruno Edera, qui a écrit une somme en 78, mais en marge de l'institution universitaire. Roland Cozondet a également écrit beaucoup sur l'animation suisse. Mais voilà ce que je peux dire pour les 20 dernières années. Pour moi, je suis tombée dans la soupe de l'animation, on va dire, il y a 12 ans. J'étais la première collaboratrice qui a été engagée pour travailler dans l'animation. Avant, on se les partageait un peu dans le team. C'est vrai que depuis 12 ans, ce que je peux remarquer, c'est quand même une certaine professionnalisation au niveau de la production. La création de plusieurs collectifs,
il y a quand même un changement un peu de l'auteur, réalisateur qui fait la production vers des boîtes de prod qui sont spécialisées dans la production, dans ce qui fait que la branche se professionnalise aussi au niveau productionnel. Après, je me rends compte, donc comme j'ai changé de casquette il y a 2 ans, je pense qu'il y a 12 ans en arrière, j'étais aussi un peu naïve quand je suis arrivée là dans ce domaine du cinéma que je ne connaissais pas du tout. Quand je parlais de l'animation, on me regardait un peu, oh mais t'es mignonne. Enfin, je pense qu'il y a quand même un certain regard en Suisse qui a changé. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui est dû certainement au long métrage de ces dernières années, au Focus Suisse à Annecy, cette année à Stuttgart. Et c'est vrai que dans le sein du GSFA, on se rend compte quand même ces dernières années, on a beaucoup plus de demandes de l'extérieur, que ce soit des cinémas, des musées, des festivals. En Suisse, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de spécialistes dans l'animation, ni dans les festivals, ni dans les institutions. Donc les gens viennent vers nous et puis on doit un peu donner les contacts, aider à créer les événements. Et oui, on voit quand même un changement parce que c'est vrai que le film d'animation suisse, dans son propre domaine, est assez connu, assez reconnu à l'international, mais on le connaît très peu en Suisse parce qu'on ne le voit pas, ou très peu. Et puis, c'est vrai que oui, c'est quand même une évolution ces dernières années vers une sorte de reconnaissance aussi en Suisse. Merci. Ouais, alors pour moi, ce serait difficile de parler des 20 dernières années vraiment, mais disons les 7 dernières années, ce que je vois, c'est qu'on continue à avoir des écoles qui qui s'améliorent, donc des jeunes talents qui sortent des écoles meilleures. Et on constate que les films d'animation sont de plus en plus reconnus, enfin les films d'animation suisses sont de plus en plus reconnus au niveau international, ils tournent en festival et on a aussi de plus en plus de demandes de l'international pour des coproductions, des choses comme ça. Et donc il commence à y avoir cette reconnaissance de la part du monde professionnel de l'animation, aussi plus largement qu'en Suisse uniquement. Et comme disait Carole, il y a aussi la question de la diffusion. Et j'ai l'impression que le public suisse se rend aussi petit à petit compte qu'on est relativement nombreux à travailler dans ce milieu-là, à vivre de ça, en fait, réellement. Et c'est par des festivals comme Animatou, vraiment axés sur le public, que on espère que ça va continuer, quoi. Du point de vue d'un fonds, disons, parapublic comme Cinéforum, bon, moi je suis là, pas du tout depuis 20 ans, peut-être depuis 4 ans et demi ici, mais ce que je peux dire, disons, c'est que l'animation représente un défi qui est un petit peu une version extrême de ce qui est le défi de tout l'audiovisuel, c'est-à-dire que d'un côté, les films d'animation, si on regarde sur ces 20 dernières années, les 3, 4, peut-être même 5 longs métrages les plus chers, romans de tous les temps, sont tous des films d'animation, plus chers encore que les séries. Et bien souvent, c'est des films qui ont aussi eu un rayonnement et un succès tout aussi important. Donc c'est vraiment quelque part le fleuron de ce qu'on est capable de produire en Suisse romande. Et en même temps, c'est un tout petit secteur, dans un petit secteur, avec très peu de monde. Et puis, c'est ce défi immense qu'on a maintenant avec l'argent public qui se resserre, avec une pression forte de faire aux sommes ce qui est de l'optimisation de subventions, c'est-à-dire comment soutenir avec la même quantité d'argent, avoir plus de résultats, c'est-à-dire qu'à la fois les gens puissent vivre de leur travail et en même temps qu'on ait plus de succès avec les films. Je laisse imaginer que c'est un défi considérable et c'est typiquement le cas pour l'animation parce que déjà qu'il y a très peu de films au fond qu'on soutient, simplement il y en a peu en tout. Si on en fait moins, même si on les finance mieux, ça fait tout de suite beaucoup moins de travail pour plein de gens. Donc je n'ai pas une solution à vous donner comme ça, mais je dirais que
voilà ma perspective sur l'évolution de ces dernières années. Et puis le gros défi pour nous, c'est comment, quelque part, faire en sorte que la montée en puissance, disons, de la qualité, du rayonnement de l'animation romande tienne dans la durée et qu'on ne lâche pas et puis que ça ne s'affaisse pas comme un soufflet. Voilà. Je peux commencer à répondre à Stéphane qui est à côté de moi. Non, on n'arrivera pas à faire mieux avec moins de ressources. Ce serait bien, mais on n'arrivera pas. Non, je crois que si on élargit un peu le focus, ce qui a changé en 20 ans, c'est la vue générale sur l'animation. Un exemple, par exemple, en France, le Centre national du cinéma, le CNC, a changé de nom relativement récemment en Centre national du cinéma et de l'image animée. Donc ça montre bien, c'est un symbole, mais ça montre bien que l'animation, depuis 20 ans, a réussi à conquérir beaucoup plus de domaines que le domaine des Walt Disney pour enfants de ma jeunesse qui était dans les années 30. Mais pour réussir à aller au-delà et de faire des films pour adultes, des films qui interrogent la société et des films qui arrivent à toucher tout le monde. Et d'ailleurs, je dirais même, avec les nouvelles technologies, avec les films avec plein d'effets spéciaux, des fois on se demande même si certains films dits live action, au final, ne sont pas plus des films d'animation que des films live action, dans la mesure où à peu près la moitié de ce qu'on voit a été reconstruit en général par informatique. Néanmoins, c'est un peu la définition de l'animation, c'est créer des images à partir d'un bloc de dessin ou quelque chose qu'on crée entièrement. Et c'est ce que font beaucoup de films. Donc mon espoir, c'est que l'animation mange tout le reste et que dans pas longtemps, il n'y ait plus que des films d'animation en fait, et qu'on numérisera les acteurs, les actrices, et en fait on dominera le monde avec l'animation. Voilà le futur. Vous voyez, je fais déjà une projection sur le futur et je vais essayer de survivre assez longtemps pour y arriver, voir ça. Donc après le big picture de mon partenaire, je vais revenir un peu plus personnellement, mon expérience moi en tant qu'auteur. Là pour le coup, je prends la casquette plutôt d'auteur. Oui, ces 20 dernières années, et puis je reviens vraiment en arrière. Je fais tout le contraire de toi, Nicolas, pour l'instant, parce que je respecte en fait ce qu'on me demande en fait. Tu vois, ouais. Non, et donc oui, effectivement, je vais me positionner un peu en contre par rapport à ce que disait Olivier sur le fait qu'il y a 20 ans déjà l'ordinateur était déjà là. Oui, il était déjà là, mais c'est vrai que pendant ces 20 ans, on a vraiment vu son annexion de pratiquement tous les domaines de la société. Et donc dans l'animation, on l'a clairement vu que, au départ, il y avait encore des gens qui faisaient avec du papier, du cello, etc. Et puis, de nos jours, je crois qu'il n'y a plus que George Fitzgibbon qui ne le fait pas. Donc, voilà. Donc, c'est clair que ces 20 dernières années sont marquées par la révolution de l'informatique. Et c'est clair qu'on va être touché, et ça, je fais une petite projection sur l'avenir, c'est clair que l'IA est une des grandes questions auxquelles on va être confronté dans les quelques semaines qui viennent, mois et années. Donc c'est la question de l'informatique. Ensuite, pour moi aussi, aussi la question de tout ce qui est VR, tout ce qui est l'arrivée des casques Oculus, de tout ça, enfin tout qui est effectivement pour l'animation, c'est un peu des cousins, c'est pas exactement la même chose, mais enfin c'est quand même des liens, et puis c'est des possibilités. Il y a encore moins d'argent que dans l'animation, donc je ne sais pas si c'est une vraie possibilité, mais voilà, on peut rêver. Moi aussi, je rêve. Et puis dernièrement, alors c'est vraiment très personnel, c'est vrai que ce qui m'a quand même frappé, c'est que par rapport au début, quand j'ai commencé l'animation, qui était justement en pleine révolution informatique, où il y avait tout à coup des possibilités de création d'images totalement nouvelles, la plus-value dans tous les festivals, c'était vraiment la création d'images, la recherche de nouvelles images, la recherche de nouvelles narrations. Et là, c'est clair que depuis quelques années, on s'est beaucoup plus recentré, tant mieux ou pas tant mieux, sur les thématiques, des thématiques de société. On est plus sur du sociétal. Si vous voulez avoir des chances d'être sélectionné, il faut avoir des très bons films, ça de toute façon. Mais c'est clair que si vous avez des thèmes de société, c'est mieux que si vous êtes un film d'art et d'essai qui veut, par exemple, révolutionner la manière de raconter quelque chose de cinéma, par exemple. Voilà, c'est mon expérience personnelle. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis d'accord et d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais je pense de mon point de vue, en fait, ce qui a beaucoup bougé, et là je suis assez d'accord, c'est les outils. Aujourd'hui, les outils ne sont plus un problème. L'accès à la connaissance n'est plus un problème.
pour qui veut bien aller vers la connaissance, donc à travers les tutos, la circulation en fait, des savoir-faire et de l'information et des outils open source là-dessus. Donc la question qui se pose maintenant, et nous on le voit parce qu'on bosse aussi avec des jeunes gens, c'est qu'il n'y a plus d'excuses et finalement la vraie question c'est qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Nous, quand on a commencé à faire des films avec mon frangin, le but c'était de faire un film. C'était déjà beaucoup d'obstacles, beaucoup de questions. On regardait les cassettes de Voilà, c'est gros mythes en VHS, image par image, donc je vous laisse imaginer, c'était un peu laborieux. Mais au moins, on voyait tous les trucs. On a été rencontrer un animateur de Pingu qui habitait près de Mora, qui nous a raconté comment il faisait ces trucs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec avec Internet, l'accès, il est différent. Et donc, ça, je pense que c'est une évolution. Certainement que ça repositionne les écoles. Qu'est-ce que les écoles doivent amener, en fait? Peut-être un peu moins de connaissances techniques et plus de questionnement sur qu'est-ce qu'on raconte. Et ça, c'est une grosse évolution. Étant donné que nous, on est autodidacte, c'est vrai qu'on on est assez sensible à ça. Et les gens qui nous demandent aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de l'animation, on leur dit quand même de faire une école parce que là, il y a quand même des choses des choses à apprendre. Donc ça, c'est vraiment professionnalisé. Et c'est difficile aujourd'hui de partir de zéro. En fait, la plupart même des enfants partent à un niveau où nous on était quand on a commencé dans l'animation, en bougeant des Lego, etc. Donc ils ont une conscience du mouvement. Certains, on le voit, qui n'ont rien à voir avec ce que nous on avait. Donc voilà, c'est l'évolution, disons, la plus marquante pour moi comme ça, là maintenant. Quand j'ai commencé à faire de l'animation à la fin des années 90, c'est grâce à Georges qui est là. J'avais vu une de ses expos à papier gras. Moi, je faisais de l'illustration pour enfants. Et puis, j'ai vu qu'avec des images peintes, on pouvait faire des films très beaux, très, très intéressants. J'ai rencontré aussi Bruno Hedera et Nagan Sorge, et puis ces trois personnes m'ont transmis, disons, ce qu'était un peu le milieu de l'animation à ce moment-là, c'est-à-dire c'était souvent des auteurs, producteurs, réalisateurs, scénaristes, ou des tout petits studios qui s'autoproduisaient. Il y avait très peu d'argent, mais il y en avait quand même un petit peu. Et puis, effectivement, depuis, je pense que ce milieu-là existe encore. Il y a encore des auteurs, producteurs, réalisateurs, et c'est chouette. Mais à travers l'augmentation des fonds cantonaux, régionaux, de la télé et de la Confédération, le travail du GSFA, qui a été fondé par ces personnes que j'ai citées, on a pu défendre un peu ce travail de création en animation dans le secteur du cinéma, il a trouvé sa place, dans les écoles aussi. Et effectivement, on arrive aujourd'hui à un moment où il y a beaucoup de gens talentueux qui sortent bien formés des écoles. L'argent public a grossi, on nous annonce qu'il va baisser. Et je pense qu'on arrive à un point de tension que Stéphane a évoqué tout à l'heure. Et qu'il faut pour ça, effectivement, que les studios qui se sont mis en place à partir de ces auteurs, créateurs, producteurs, et en parallèle puissent avoir un certain volume de production et rencontrer un public pour pouvoir défendre publiquement aussi la nécessité d'augmenter des fonds. Et c'est ce à quoi on va tous s'y atteler, disons, en créant des choses intéressantes, je pense. Et puis, politiquement aussi, il y a certainement un gros travail à faire, mais les temps ne sont pas forcément très, très optimistes pour tout ça. Bon. Comme tout a été dit, il faut juste que j'essaye dans ma tête de me rappeler qu'est-ce qui correspond à ce que je pense. Mais bon, alors d'abord, il y a cette histoire des 20 ans, et pour nous, 20 ans, c'est presque comme hier. Parce que comme ça fait 50 ans qu'on bricole, on a l'impression que c'est tout neuf. Mais effectivement, ce qui a été dit pour les techniques, c'est vrai que les principaux progrès pour nous dans les 20 dernières années, c'était le line test et les logiciels d'animation. Mais à part ça, maintenant, il est clair que
ils sont beaucoup plus brillants. Tous les élèves d'école et tout, ils sont vraiment exceptionnels. Nous, je regarde ce qu'ils font, c'est incroyable. Avec toutes les écoles qu'il y a. Simplement, ils doivent se déplacer beaucoup. Ils doivent bouger beaucoup. Ils sont plus amenés à travailler dans le monde, pas en Suisse. Parce que nous, là, on a parlé du problème de l'animation suisse, mais pour les gens qui travaillent dans l'animation, eux, ils veulent un métier. Ça veut dire qu'ils veulent dans une école pour après avoir des expériences ailleurs. L'intérêt principal des écoles, c'est qu'il y a déjà un groupe, puisqu'ils sont ensemble à l'école. Donc ça fait déjà une dynamique pour travailler ensemble sur un film. Ce que nous, on n'avait pas, puisque même en étant 3, on faisait chacun nos films. Donc c'est totalement différent. Et ça, alors, c'est magnifique. Après, la multiplication des écoles, donc la multiplication des futurs réalisateurs ou travailleurs dedans, quand ils sortent, eh ben, financièrement, ça ne grandit pas autant. Et les sources de financement en Suisse, eh ben, elles sont un peu à la limite. Là. On ne voit pas très bien comment ça va tout d'un coup augmenter. Donc je comprends très très bien ce qu'il dit, il a très bien expliqué. Et on sait que, en tout cas, les réalisatrices et réalisateurs qui veulent faire un film, les jeunes, ils sont obligés d'avoir un producteur. Parce que sinon, s'ils doivent produire eux-mêmes, il y a des associations de jeunes qui ont essayé de faire ça, mais ils butent à un moment donné. Donc heureusement qu'il y a des grandes boîtes de production, comme Nadas dit, qui recueillent tous les jeunes, ou bien aussi les frères Guillaume. Pareil, c'est un peu des foyers où les gens peuvent aller. Mais le problème, ça devient alors les thèmes, le sujet des films, parce qu'ils sont compressés dans les écoles, parce qu'ils doivent faire des petits exercices en temps de temps, des petits films en temps de temps. À la fin, ils doivent faire un film de diplôme, mais trouver un producteur. Enfin, c'est vrai que pour ça, c'est bien. Ils sont lancés dans le monde réel de l'animation. Et alors, comme je sais pas, c'est les thèmes actuels, évidemment, s'ils n'ont pas un thème actuel et une manière de travailler, même de raconter, qui est pas dans la norme de ce qu'on veut, eh ben, ils ne trouveront jamais le financement. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça ne va que dans un sens. Ça nuit un petit peu à la création, je trouve, quoi. Parce qu'effectivement, les problèmes actuels, ils sont nombreux, et il faut en parler. Mais comment en parler ? Est-ce qu'il faut être cynique et dire où on va dans la catastrophe, ou est-ce qu'il faut être fleur bleue et dire tout va s'arranger ? Et j'ai parfois un peu l'impression que, évidemment, on a envie que tout s'arrange, quoi. Et là, pour moi, c'est ça le principal problème. Et le financement, évidemment, qui a une limite en ce moment, alors, qui va peut-être se développer, je ne sais pas. Écoutez, merci à tous et toutes pour ce riche panorama, où on a vraiment abordé la question, je pense, un peu sur tous les angles. On va peut-être revenir à un élément qui, en 20 ans, n'a pas tellement changé finalement, qui reste un enjeu majeur, hein, ça a été évoqué par certaines d'entre vous, c'est la professionnalisation des métiers et la pérennisation des structures. Quand on a préparé cette table ronde, il y a certains d'entre vous qui ont pointé notamment le manque de techniciens, l'absence de formation professionnalisante, de manière plus générale, la nécessité de former finalement dans d'autres domaines que la réalisation. Donc je pense que c'est une question qui s'adresse peut-être en premier lieu aux écoles. Je ne sais pas si Maï-Eric veut prendre la parole. Okay, I'm not the boss, just that you know. So I'm talking from my opinion, which is maybe a bit different. Well, is it okay? I mean, we have 30 students every year. Of course, we cannot teach only directors and authors because that would be too much.
and also not all of them are interested in this field. There are quite a lot of people who would like to go to the industry. So this is a bit something where maybe the snake is biting their own tail. I don't know if you can say this in English. Because if we form our students for the industry and there is no industry, they have to go abroad. So I think, why not? Yeah, and then if you have somebody like Anja Kofmehl, who is trained as a director, who is a very strong artist and stubborn person who survives a lot of things to finish her feature animated documentary, and then forming a studio in Zurich, Asako, isn't that maybe the way that we actually focus on forming directors and artists with a strong opinion to actually form this industry? So I don't really have an answer to that. Du point de vue de notre école, c'est un peu différent parce que Maya travaille à la HSLU, donc qui a une formation complète en 3 ans sur l'animation. Nous, on n'a pas de cursus complet. On est, je crois, 2-3 enseignants d'animation. Et ils apprennent en fait les bases. Il n'y a pas de formation complète. Donc on ne peut pas vraiment prétendre à vouloir former des gens qui iront dans l'industrie. Cependant, il y a quand même des étudiants et étudiantes qui en veulent et qui travaillent beaucoup. Et du coup, moi, je leur fais la promo de Nandasdi et je leur dis allez voir Nandasdi, on a la chance d'avoir un studio. Et la particularité de ce studio aussi, c'est d'accepter des gens qui ont un projet. Donc, c'est pas une boîte, comment dire, le mot ne vient pas. Bref, ils acceptent des projets, c'est pas forcément basé uniquement sur la profession, le profit, etc., ce genre de trucs. Eux, je crois qu'ils... Voilà. Donc moi, j'en vois les étudiants là-bas, il y a certaines collaborations qui sont fructueuses et qui se développent comme ça. Donc, de mon point de vue... Ah oui, je dois encore dire, les cours d'animation chez nous sont trop courts. Les cours sont trop courts pour vraiment développer un projet, un gros projet. Le plus qu'on a, c'est 3 jours et demi sur 6 semaines pour développer un projet et un diplôme, un film de diplôme. L'étudiant, l'étudiante ont 3 mois. Ils ont 3 mois pour l'écrit et ils ont 3 mois. Donc, on ne peut jamais faire quelque chose de très conséquent dans le cadre de notre école. Voilà, c'est un peu ce que... Oui. And also technique, I mean, in drawing animation, in stop motion, or in CGI. If you have 3 years, then it's also a bit difficult if you want to teach all these techniques. So I think because there is this generalism also in these different techniques that require different studies, how can you then place this all in one? So this is a bit, but we are questioning that also in the team. So there is, of course, you would get very different answers, I think, from us as well. Je peux peut-être juste dire quelque chose parce que je pense que c'est un problème qui est dans toutes les écoles d'art, en fait, que ce soit l'animation ou autre, c'est que les écoles ont leur microcosme ou leur fonctionnement, surtout les HES qui ont besoin d'avoir des étudiants pour avoir du financement, en fait. Et on le voit aussi, nous on travaille dans le domaine du théâtre, on travaille dans le domaine de la musique aussi. En fait, les écoles forment beaucoup trop de monde par rapport à ce que le marché, entre guillemets, ou en tout cas les volumes de subventions peut absorber. Donc ça, c'est une question plus politique, mais en tout cas, c'est une réalité qui dépasse l'animation, je pense. Comme nous, on coproduit régulièrement avec la France, on voit aussi en France, en fait, très longtemps, c'était le plein emploi dans l'animation, et ça change beaucoup. Maintenant, ça a changé, vraiment, il y a beaucoup moins on a beaucoup plus de demandes de gens qui cherchent des places, et c'est devenu beaucoup plus tendu, parce qu'il y a moins de contenu qui est fabriqué, en fait.
Et donc la Suisse ne sera jamais comparable à la France. On n'a pas d'industrie en Suisse comparativement à la France. Et donc pour une école comme Lucerne ou la Haide ou d'autres écoles, c'est quasiment impossible de dire il y a une filière animation, une filière couleur, une filière modeling, enfin, ou 3D, stop motion ou autre. En France, il faut voir qu'il y a des écoles qui forment qu'à la 3D et les gens trouvent du travail parce que ces écoles font aussi le travail de mettre les gens sur le marché, de les mettre en réseau, de faire du réseautage à Annecy ou autre, en faisant leur portfolio et en les présentant à des studios qui, pour certains, les engagent juste parce qu'ils ont fait telle ou telle école. Donc je pense que cette question de la formation, elle est quand même très complexe en Suisse parce qu'on est un tout petit pays. Et effectivement, la seule école publique, en tout cas, c'est Lucerne. Au niveau de l'animation, et à la Haide et à l'ECAL, il y a de l'animation, mais c'est au bon vouloir un peu soit des étudiants, soit alors c'est une introduction. Donc voilà, après les gens qui s'en sortent, je pense, c'est ceux qui en veulent, qui apprennent par eux-mêmes et qui trouvent leur chemin. Et ça restera toujours vrai dans tous les domaines artistiques, en fait. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas de réponse à ta question. Enfin, et c'est inhérent au système, en fait, j'ai l'impression. Voilà. Si je peux peut-être rajouter un petit mot, je pense que c'est quand même aussi important de relever que la HSLU, elle se retrouve au 8e rang mondial européen des écoles d'animation. Et puis, je pense que la qualité du film d'animation suisse qui est reconnu dans notre domaine au niveau international, il repose quand même sur le travail de la HSLU et il ne faut pas oublier ça. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir sur cette question-là, sur l'enjeu de la professionnalisation ? On peut dire, parce que Olivier nous a bien présenté. Donc oui, effectivement, nous, on a effectivement souvent accepté des gens qui viennent avec des projets, etc. Ce qu'il faut dire aussi par rapport à cette professionnalisation, c'est que souvent, nous, on doit faire de la formation interne. C'est-à-dire que les gens qui viennent, ils n'ont pas le niveau. Et effectivement, ils n'ont pas le niveau. Et ça se traduit fondamentalement par une baisse, non, c'est pas une baisse, une baisse de la productivité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régater avec des studios français qui ont des élèves qui sortent d'écoles, qui sont très bien affûtés et puis qui se sont formés vraiment là-dedans. Voilà, on est beaucoup plus artisanal, quoi. Et c'est clair que ça a des avantages, c'est plus sympa parce que du coup on est quand même plus gentil, on essaye vraiment d'aider ces gens à se formaliser, à se professionnaliser, mais c'est pas toujours, ça a des conséquences. Je sais pas ce que tu veux dire. Économiques. Oui. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions sur cet aspect-là, je vous propose peut-être d'aborder un autre élément qui me semble intéressant puis qui est aussi ressorti lors de la préparation de cette table ronde. C'est la question de l'émergence du long métrage et des séries de différents formats par rapport à ce qui était la norme, disons, jusqu'à présent, c'est-à-dire le court métrage dans l'animation suisse. Et là, je m'adresse finalement à vous tous, que chacun se sente libre d'intervenir. Moi, ce que je ne me rends pas très bien compte de mon point de vue à moi, je vois bien qu'il y a plus de longs métrages d'animation, par exemple, mais je ne me rends pas très bien compte si on est vraiment à un tournant, s'il y a un changement de paradigme qui est en train de s'amorcer et à quoi est-ce qu'il pourrait être dû. Donc voilà, je vous laisse libre d'intervenir. Je pense qu'une des premières choses, c'est l'argent. Le paradigme numéro 1, c'est qu'il y a plus d'argent. Donc les gens osent rêver. En 2024, j'ai compté, on a eu 9 demandes de long métrage de subvention au pacte animation, dont 7 étaient romandes, quand même. Voilà. Et ça n'arrive pas par hasard. C'est aussi parce qu'en Romandie, on a été beaucoup plus ouvert à aller vers des formats ambitieux depuis le début. Et on a vraiment cru que c'était un encouragement à avoir. On a aussi encouragé les séries, même sous le plus petit format dans lesquels elles pouvaient exister. Je pense au petit conte de Wismo au départ, ce genre de format où le budget était limité à 500 000 francs. Mais on a dit, on y va.
Et je pense que ça a contribué à oser, comme dit la chanson, envie d'avoir envie, en Romandie en tout cas. Mais voilà, le premier facteur, c'est quand même l'argent et l'augmentation de l'argent et des gens qui osent demander et qui osent rêver dans des projets ambitieux. Et je pense que c'est un peu un pont entre la question d'avant et celle-là, en fait. C'est par des projets plus longs, un peu plus ambitieux, qui permettent aux gens de travailler non pas 2 mois sur une prod de court-métrage, mais 6 mois sur une prod de long, enfin encore plus longtemps sur une prod de série, qu'on va peu à peu avancer vers une vraie professionnalisation du secteur et permettre voilà, petit à petit de grandir. Et c'est en montrant, je pense, notamment avec les séries Nadasdi, leur long métrage aussi, que en fait, on est capable de le faire, on est capable de l'entreprendre. Effectivement, ça prend plus de temps. Des fois, il faut former les gens en emploi, mais c'est par ces plus longs formats qu'on va petit à petit réussir à faire en sorte que les jeunes professionnels restent dans le milieu, se rendent compte qu'il y a une perspective d'emploi et que ce n'est pas forcément une précarité. Mais c'est quelque chose qui est vraiment en cours. On sait que, notamment le pacte animation qui est plus important depuis quelques années maintenant, est en jeu un peu à chaque fois. Et puis que, voilà, il faut qu'on se bouge aussi pour proposer de plus en plus de plus longs formats. Après, nous qui avons... Juste une chose, c'est que c'est totalement nouveau, c'est un basculement qui est actuel. Parce qu'avant, un étudiant ou même n'importe quelle personne qui était fascinée par l'animation et qui la pratiquait, il ne pouvait penser que court-métrage. C'était absolument impossible d'imaginer. Donc nous, on faisait toujours la comparaison. Oui, alors dans la fiction, ceux qui font de la fiction court-métrage, c'est juste le passeport pour après passer au long-métrage. C'était inscrit comme ça. Et en animation, c'est très, très, très récent que les jeunes peuvent penser très vite qu'ils peuvent faire un long-métrage. Il y a un ou deux exemples où un court-métrage a été fait et derrière, un long-métrage a été fait, réussi et magnifique, quoi. Et ça, c'est totalement nouveau. C'est-à-dire que ça ouvre, ça fait rêver vraiment les jeunes réalisateurs et ça les motive aussi pour se décarcasser beaucoup. Donc ça, c'est un élément qui est très récent, qui est très bon d'un côté. Par contre, c'est évident que les financements, il faut aller les chercher partout, ils vont être beaucoup plus énormes. Et le court-métrage qu'on était en train de dire, il explose en Suisse, il est bien reconnu, il y a les festivals et tout. Mais bon, déjà maintenant, ça fait un peu comme une réserve sauvage d'animaux. Les festivals, c'est ça, c'est une réserve en fait. C'est une réserve de jeunes qui font des petits films. C'est comme ça que je vois ça, moi. Et donc maintenant, ils peuvent faire des longs. C'est complètement incroyable. Voilà. Mais ça va faire souffrir un peu le court-métrage d'animation. Il faut le savoir, c'est vrai, c'est automatique. Voilà. Non, mais le problème de base, évidemment, c'est les ressources et les possibilités. Il y a des ressources humaines et des ressources en moyens économiques. Le premier problème, évidemment, c'est le moyen économique. En plus, dans une période où ça se tend, c'est sûr que quand on va dire, pour la Romandie, c'est quoi, en long métrage de fiction live action, de s'en faire 6-8 soutenu par les institutions locales, il doit s'en faire 6-8 par année. Donc si par hasard il y a un peu un resserrement des financements, il s'en fera peut-être 5 à 7 par année. L'animation, long métrage en Romandie, il s'en fait 1 tous les 2 ou 3 ans, et encore c'est récent, parce que dans la réalité il y en a un des frères Guillaume, il y en a 2 de Claude Barras, il y en a un de mon associé qui était un documentaire animé fictionné, mais qui était un film d'animation. Donc on a 5 films d'animation, je pense, dans l'histoire, 5-6 longs métrages d'animation dans l'histoire de la Romandie, et on doit en avoir 10 dans l'histoire du cinéma suisse, de films majoritaires, donc qui sont essentiellement suisses, alors qu'on doit avoir dans la même histoire de l'animation, du film, du long métrage suisse, on doit avoir, je sais pas, 3000, 4000 longs métrages. Donc on voit bien qu'on est dans il parlait de réserve d'Indiens, encore plus dans une réserve d'Indiens, mais les derniers qui restent alors. Un peu comme les derniers pennants de ma forêt tropicale de Bornéo sauvage. Et c'est sûr que quand en plus on descend d'un film, on peut financer un film de moins dans la même période, le film de fiction il en restera à 5, 6, 7, et le film d'animation on sera à -1 ou -2. Donc on a ce problème des ressources économiques, on a ce problème qu'on n'a pas d'aide économique sérieuse en Suisse pour l'instant, on a une aide fédérale qui est, on va dire, raisonnable, mais quand même qui est assez limitée. On a peut-être des aides régionales qui commencent à se monter, on attend de voir ce qui va arriver.
Et on a en tout cas pas dans des séries, qui est un secteur super important pour l'animation, qui permet les séries d'avoir, comme disait Clémence, des gens qui travaillent sur des longues périodes, encore plus en général que les longs métrages, qui permettent aussi d'avoir une proto-industrie. Ça, nous n'avons pas d'aide économique au niveau fédéral. Nous avons peut-être un jour une aide économique au niveau régional, ce n'est pas encore certain. La télévision fait de gros efforts pour ça, pour y arriver. La région a des moyens limités, très clairement, comme a dit Stéphane. Donc c'est sûr qu'on a ça. Et ensuite, quand bien même, soyons optimistes, Netflix vient et me dit « j'adore ton projet, je te donne 10 millions », mais la Confédération me dirait « super, mais il faut travailler avec des Suisses », je serais bien embêté. Parce qu'effectivement, on voit bien qu'actuellement, les écoles, on en a parlé, c'est les écoles avant tout d'art, donc ils forment beaucoup de généraux, mais assez peu de soldats. Donc, et c'est normal parce qu'il n'y a pas d'industrie, donc c'est sûr que former plein de techniciens, après, il ne saura pas quoi faire. Et l'autre souci qu'on va avoir, c'est cette capacité technique et cette concurrence. C'est qu'on est concurrent sur des plateformes avec le monde entier à peu près, ou en tout cas, et là, ils sont par exemple en France, tout à l'heure on parlait de la France, qui a des écoles très performantes. C'est sûr que nos techniciens suisses, en ayant travaillé sur 2 courts-métrages dans leur vie, vont se choper un train dans la figure quand ils vont être en concurrence avec des techniciens qui ont fait déjà des séries de 2 heures, de 3 heures, des longs-métrages. Et on a tout ça à construire ensemble, mais sans ressources, ça va être très compliqué. En attendant, on fait ce qu'on a fait depuis longtemps. Ça veut dire qu'on a des gens où on les juge surtout sur leur bonne volonté, sur leur envie de travailler, sur leur talent et leur énergie. Et après, on essaie d'aller ensemble le plus loin possible. C'est un peu comme quand on a des enfants à la maison. Certains, on sait qu'ils feront médecine et voilà, et d'autres, ils feront coiffeur. Mais tous, on va essayer d'aller le plus loin possible ensemble. Et il n'y a pas de honte à être coiffeur ou à être des boulots moins qualifiés. Mais l'important, c'est de le faire avec du cœur et avec du talent, quoi, je pense. Et là, on essaye, dans l'environnement qu'on a, de faire des choses le plus ambitieux possible et avec des formats plus longs, des séries, des longs métrages. Mais c'est sûr que les vents sont très contraires quand même. Mais malgré ça, on va continuer. Juste aussi, au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'aspect financier, je pense qu'il y a aussi les films d'animation sont tellement chers. Un film de 10 minutes, c'est entre 200 et 500 000 francs, dépend de la technique. Quand on vient au moyen métrage, il faut presque faire une coproduction pour arriver à trouver le financement. Et pour un long métrage, de toute façon, on parle de millions et de millions de francs. La réalité, c'est qu'il y a peut-être, je les compte sur les doigts de la main, 5 producteurs en Suisse qui ont déjà fait des coproductions. Il faut aussi, même si il nous manque des producteurs qui sont prêts à porter des gros projets. Et ça, c'est aussi un problème. Another thing is it's very different in German part of Switzerland than in French part of Switzerland. And one thing is also, it would be actually quite nice if production companies that maybe also do fiction and documentary and have already these contacts to do co-production would maybe think of, okay, maybe we also can produce animation, because basically it is not necessarily that you completely specialize on animation and you have a studio. You could also have different options how to produce animated other formats than short films. And I think it's still it's just so exhausting to produce animation in feature and series format that it is difficult to find those people. But at least we have now a different situation at the Zurich Film Funds, that they actually have a proper animation funding with an own committee that also Fred is part of. So I think it's just a bit frustrating that these steps are so slow, and it is just always such a huge discussion and work to actually get to this little slow-paced improvements in this situation. Ok, le temps file, et évidemment on avait plein d'autres sujets à aborder, mais il y en a un, je pense, à côté duquel on ne peut pas passer, c'est la question d'intelligence artificielle, tout le monde en parle, donc on est un petit peu obligé d'en parler aussi, je pense. Alors évidemment on peut poser la question des termes habituels, danger existentiel ou un outil comme un autre. Je pense que vous avez tous lu la tribune du réalisateur Marcel Barelli,
où il parle d'un outil réactionnaire qui rêve d'un Fordisme créatif, d'une automatisation, d'une standardisation de la production artistique. Donc voilà, je lance le pavé et je vous laisse le récupérer. Je peux en parler un tout petit peu. Je pense que pour les sociétés qui développent l'intelligence artificielle, le cinéma suisse d'animation n'est pas vraiment une question. C'est pas vrai. GPT, ils sont sur nous là. Ouais. Ils nous écoutent. Donc, il se trouve que c'est des outils qui peuvent créer des images, qui peuvent créer du son, qui peuvent en fait créer toutes sortes de choses. Moi, j'ai organisé un workshop à Focal avec quelques spécialistes de ça, qui étaient relativement critiques. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour les films d'auteur, il n'y a aucun souci à se faire. ChatGPT ne crée rien. Enfin, l'intelligence artificielle ne crée rien. Elle processe des données. De manière, enfin, je n'ai pas tous les termes, mais enfin, c'est des données qui sont processées de manière statistique. Et donc, le fantasme ultime de dire je veux faire un film sur ci et ça et que le film sorte, on en est encore très loin. Surtout un film intéressant, en fait, c'est ça la question. Il y a eu quelques projets, il y a un long métrage en Allemagne qui est en développement, qui est un film. Alors, je suis d'accord avec Nicolas, c'est de l'animation, sauf que ça ressemble à un film avec des acteurs, des actrices pendant la période nazie. Donc il y a une histoire qui est générée par IA, les images sont générées par IA, les acteurs sont générés par IA, etc. Mais au bout de 2 minutes, c'est absolument, mais c'est tellement, c'est étrange. Donc c'est un terrain de recherche, mais on n'y est pas encore, et je pense que l'intelligence artificielle, on l'utilise déjà dans l'animation, qu'on le veuille ou non, à travers tous les logiciels qui, la plupart, intègrent ça, pour des tâches répétitives ou des tâches d'extension de choses existantes. Ça marche extrêmement bien. Et ça marche très bien pour les choses médiocres, en fait. Donc, la question aujourd'hui, c'est à quelle vitesse ça va se développer vers cette espèce de fantasme où il y aura un jour un film intéressant entièrement généré par l'IA. Je n'ai pas la réponse, j'en sais rien. Et même les gens de l'IA ne savent pas, puisque le développement est exponentiel maintenant. Mais il est possible qu'il y ait un moment, disons, un pic qui soit atteint et que ça s'arrête. Donc personne n'en sait rien. C'est un pari, en fait. Et donc je pense que ça renforce d'autant plus le cinéma d'auteur ou des visions particulières. Peut-être les gens qui font de la série à la chaîne, mais ce n'est pas le cas en Suisse, ont du souci à se faire parce que là, quand vous avez un certain nombre d'épisodes, c'est tout à fait jouable de générer des nouveaux épisodes basés là-dessus. Donc si les données sont larges, ça fonctionne plus ou moins. Il y a déjà des gens qui ont fait des expériences sur les Barba Papa, par exemple, qui ont fait un épisode entièrement IA. Ce n'est pas le meilleur, mais ça se tient plus ou moins, disons. Voilà. Et donc, je pense que, voilà. Mais les auteurs n'ont pas tellement de soucis à se faire. Et puis, le fantasme de dire oui, ça va permettre aux créateurs d'avoir plus de temps pour les tâches créatives, ça, j'y crois pas, par contre. Et je suis d'accord avec Marcel Barelli là-dessus. Le but, c'est au final, pour les maisons de production un peu cyniques, c'est de gagner du temps et donc de faire les choses moins chères. Ce n'est pas du tout de donner du temps pour la création. C'est un outil qui va juste rendre des produits qui sont un peu moyens moins chers. C'est tout. Enfin, ça, c'est ma vision actuelle. Ça change chaque année. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut en tout cas s'y intéresser en tant que créateur. Je sais que Marcel est plutôt réticent à ça. J'en connais beaucoup qui sont comme ça, mais je pense que c'est quand même important de rester intéressé à ce qui se fait parce que effectivement, ça peut avoir ici et là un intérêt. Mais en tout cas, en tant que réalisateur, moi, je me sens pas menacé. Si je suis intervalliste ou coloriste, voilà, là, il y a d'autres questions. Et la question principale, je dirais, c'est comment les gens vont apprendre les choses. Puisqu'aujourd'hui, quand vous commencez chez Nadasdi ou dans d'autres studios, vous commencez par des choses simples qui seront peut-être remplacées par l'IA tout bientôt, mais comme c'est des gens gentils, ils vont quand même faire travailler les gens. Et que, oui, voilà, la tentation est grande. Et donc de voir comment ces personnes qui sortent des écoles vont apprendre le métier petit à petit. Voilà, c'est la grande question en fait. Alors, je dirais, j'ai appris récemment que, effectivement, hier, quelqu'un me parlait qu'en général, ceux qui seront le plus touchés par l'IA, c'est les jeunes, parce que effectivement, voilà, on le voit
L'IA est déjà, elle est déjà dans les outils qu'on utilise, notamment en post-production. Et c'est clair qu'on a fait un film comme Sauvage avec, je ne sais plus, une quinzaine de personnes dans l'équipe de post-production. Peut-être que maintenant, on en aurait besoin plus que de 5 personnes. Donc ces 10 personnes, elles disparaissent, quoi. Et puis ces 10 personnes, c'est des gens qui étaient spécialisés dans la post-production, mais peut-être qu'elles pouvaient espérer aussi être dans l'animation, puis se dire, je vais proposer des choses, discuter avec... On est dans un réseau avec des gens et elles avaient peut-être l'espoir de progresser. C'est ça un peu le problème de l'IA, c'est qu'en coupant toute la base de la pyramide, comment les gens vont arriver en haut? Moi, c'est la question que je me pose, mais c'est pas une question qui est seulement... En haut, c'est nous. Oui. Il ne faut pas qu'ils viennent. Oui. Bon. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose pour toute la société. Voilà, quand on coupe la pyramide en bas, voilà, comment est-ce qu'on monte là-bas? Et puis moi, je fais quand même une petite hiatus sur l'IA, parce que j'ai fait plusieurs sessions comme ça de discussion sur l'IA, tout le monde qui parle, etc. Puis je suis le seul qui dit, ouais, mais bon, voilà, je ramène toujours l'IA sur le fait que c'est une débauche d'énergie et que voilà, on a déjà des problèmes, graves problèmes d'approvisionnement et que c'est rajouter encore une couche. Alors si vous ajoutez les voitures électriques, si vous ajoutez ensuite toute l'IA et toute l'informatique, toute la numérisation de la société, voilà, on se dit toujours, mais est-ce que c'est vraiment si intelligent que ça? Voilà. Tu es en train de dire qu'à la fin, c'est George Fitzgibbon qui va gagner avec ses dessins. Exactement, oui, bravo. Ouais, courage. Quelqu'un d'autre veut parler? Je pense qu'on est peut-être curieux de savoir ce qui se passe dans les écoles de ce côté-là. Les écoles, c'est nous. Okay, so I can just tell what I see with my students, and they are actually using AI to write stuff, maybe to translate things, but they are really very opposed to use it in the image. They are very aware. I think also as I would even put it further than Cinema Suisse, Animation Cinema Suisse. I think we, as society, we face bigger problems around that new technique than in the creative sector. I would say there is much more threat in other fields than in the creative sector from that. A lot of jobs will vanish. Labor will be detached more and more from the values. So this will be another political discussion to be held, how to detach maybe even the value of labor from money. Who knows? Dans le cadre de notre école, elle a pris le train en marche, en fait. Très rapidement, il y a eu des interventions extérieures d'enseignants qui ont travaillé avec des étudiants sur des questions d'IA. Les enseignants ont aussi eu une formation et l'école est organisée maintenant, bon, c'est un peu nouveau, ça a quand même quelques années, il y a des pools en fait, de compétences et on a un pool numérique où quand un étudiant a des questions sur l'IA ou bien a un projet autour de ce sujet, il peut aller voir ce pool et ils sont vraiment bien informés, ils sont bien au courant. Et c'est quelque chose qui est intégré à l'école. Ils ont tous déjà travaillé, toutes et tous, travaillé avec de l'IA. Alors, juste pour l'anecdote, ils utilisent l'imagerie IA pour voir, pour se donner des idées, mais ils les retravaillent ensuite. Ça n'est jamais arrivé, ça arrivera peut-être un jour, mais c'est vrai que l'IA, en tant que telle, ça ne donne pas des résultats intéressants. Et voilà, dans notre école, donc c'est pris en compte. Merci. Ah, encore une intervention. Non, je voulais juste donner une petite anecdote qui me flash dans la tête, et c'est évidemment une chose que seuls nous on voit et que personne d'autre ne voit, c'est le contenu des dossiers qu'on reçoit en aide sélective. Et on a l'impression que l'IA, c'est un enjeu spécifique, qui est très fort pour l'animation. Mais ce que je constate depuis quelques années que l'IA est apparue, c'est qu'il y a beaucoup d'IA dans tous les dossiers de fiction.
pas mal dans le documentaire, mais jamais dans les dossiers d'animation. Oui, mais ça s'explique parce qu'effectivement, le cœur de l'animation, c'est de fabriquer une image. La fiction, pour faire du mood board, pour faire des choses comme ça, bon, c'est un outil qui est temporaire, l'animation. Et nous, on le voit aussi à Zurich, effectivement, mais là, les requérants doivent dire s'ils en ont utilisé ou pas. En général, ça se voit, il faut quand même pas encore. Mais disons, c'est un enjeu, effectivement, par le médium même fait l'IA, en tout cas générative pour l'image, c'est de l'animation, sauf qu'on ne part pas de concepts, etc. On part d'un nuage de pixels qui se constitue comme ça à partir du néant, enfin de données surtout. Donc oui, ça ne m'étonne pas. Voilà. Moi, par contre, c'est permis de faire un film en IA aujourd'hui dans les aides sélectives. J'en ai pas encore vu, mais c'est pas interdit en fait. Il faut juste l'annoncer. Voilà. Le problème, c'est la continuité. Ça veut dire, si on fait une image ou une mini-séquence, ça, c'est possible. De faire un film, ne serait-ce qu'un film de 10 minutes avec des acteurs consistants, avec des personnages consistants, des décors consistants, c'est autre chose. Alors, il y a plein d'outils qui sont des outils plus pointus, comme Confluent, qui sont des outils locaux, qui n'utilisent pas des solutions, disons, commerciales, qui sont intéressantes. Mais dans les studios, alors, tous les studios recherchent sur l'IA actuellement, mais il y a une grande peur parce qu'il y a plein d'incertitudes aussi juridiques, c'est-à-dire à qui appartiennent les images qui sont générées par l'IA. Officiellement, elles ne peuvent pas être protégées par droit d'auteur, donc c'est quand même compliqué pour une œuvre audiovisuelle. Et puis, c'est qu'est-ce qui a été mis dans le système pour alimenter ça, où il y a des procès maintenant aux États-Unis, mais les studios, effectivement, si un jour ils ont utilisé un outil d'IA qui est déclaré illégal, etc., ben, ça bloque la production. Donc, en fait, les gros studios s'y intéressent, mais sont assez prudents pour l'instant. Mais ça évolue au fur et à mesure des procès. Ça va définir un cadre juridique qui est encore vraiment très, très flou. Mais écoutez, on arrive au terme de cette table ronde. Je vous remercie tous. Je garde l'idée, enfin on se quitte sur l'idée que l'animation suisse résistera vaillamment à l'IA grâce à l'excellence de ces techniques artisanales. On va se mettre d'accord là-dessus. Merci beaucoup.